Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. Alors, à Ottawa, une commission d'enquête fait actuellement des troublantes découvertes sur l'ingérence étrangère, notamment chinoise, dans de récentes élections fédérales. Mais le Québec, lui, est-ce qu'il se prémunit contre des potentielles intrusions dans ces processus électoraux? On en parle avec Pascal Paradis, député péquiste de Jean Talon. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Alors, oui, c'est ça. Vous avez posé la question, je pense, il y a quelques minutes. Là, on est jeudi, au moment où on se parle, en étude de crédit au ministre de la Sécurité publique sur les ingérences étrangères. Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse? Eh bien, j'ai eu comme réponse que notre gouvernement ne semble pas s'en occuper et qu'en réalité, pour protéger nos processus politiques et électoraux au Québec, il s'en remet au gouvernement fédéral. Alors, vous l'avez mentionné, là, on a des révélations troublantes actuellement dans une commission d'enquête au Canada. On apprend que partout dans le monde, les gouvernements s'inquiètent et veulent se prémunir contre des cyberattaques, contre de l'ingérence étrangère. Et là, ce qu'on apprend au Québec, il n'y a pas de stratégie, ce n'est pas une préoccupation du ministre de la Sécurité publique, qui semblait même surpris avec son équipe des questions qu'on lui a posées à cet effet-là. Bon, sur la partie cyberattaque, ensuite, il m'a référé à son collègue Éric Kerr, le ministre de la Cybersécurité. Là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de... Là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de politiques qui ont été établies, je pense, sur les cyberattaques. Oui, puis là, d'ailleurs, je pense que l'étude des crédits avec le ministre Éric Kerr a lieu au moment où on se parle. Alors, c'est mon collègue Joël Arsenault qui est à cette étude-là, et je peux vous dire que c'est une question qui va nous préoccuper aussi. Mais quand même, après quelques minutes d'échange avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardet, je lui ai demandé, parce qu'il me disait... non, c'est le fédéral. Non, on n'a pas de ressources particulières. On n'a personne qui travaille là-dessus. On n'a pas d'analyse d'impact. On n'a pas de plan. Et là, je lui ai dit, oui, mais est-ce que vous convenez avec moi que c'est une question de sécurité publique? Et ça, il a fini par l'admettre. Et en tout cas, nous, au du Parti québécois, on va continuer à travailler sur cette question-là parce qu'on considère qu'il est de la responsabilité du Québec d'avoir un plan, de se préoccuper. Ben oui, Après tout, les ingérences étrangères, c'est la GRC qui s'en occupe. Oui, mais le système... la Gendarmerie royale du Canada, ça relève du fédéral. On fait un peu l'avocat du diable, mais il me semble qu'on peut vous répondre ça sans trop passer pour, indolent. Ben, il y a deux choses. D'abord, le système électoral québécois, les processus politiques québécois sont de la responsabilité du Québec. Et là, ça vient toucher au cœur de notre démocratie. Donc, je pense que le Québec, en fait, nous, on est convaincus que le Québec doit réfléchir sur cette question-là, doit se doter d'un plan. Ensuite, sur la question de l'ingérence étrangère, je pense qu'on peut certainement dire que le Québec a toujours projeté ses propres compétences, projeté ses propres juridictions à l'échelle internationale et qu'il devrait y avoir une préoccupation claire du gouvernement du Québec quant à ces questions-là. Et je le redis, pour nous, c'est une révélation, ça compte parmi les révélations les plus étonnantes des 2 dernières semaines d'études de crédit où on a la chance vraiment d'aller au fond des choses avec les différents ministères, d'apprendre Qu'est-ce que ça vous fait craindre, M. Paradis? Est-ce que vous pensez que parce qu'à Ottawa, on a un gouvernement qui s'en est pas occupé, qui regarde ça sans trop se stresser, donc c'est ça? Est-ce que c'est inquiétant à cause de ça? Ou? Ce qui se passe à Ottawa nous donne des indications. C'est-à-dire, est-ce que peut-être on n'avait pas donné la pleine mesure à ce phénomène-là? Est-ce qu'on ne l'avait pas considéré dans toute son ampleur? C'est en filigrane ce qui semble ressortir. Maintenant, il y a beaucoup de documents qui indiquent là, qu'il y avait des menaces réelles, des menaces sérieuses. Et là, qu'on apprend du côté du Québec, c'est qu'on n'a pas l'air de réfléchir à cette question-là. Là, je vous le dis, j'ai posé des questions. Est-ce que quelqu'un travaille là-dessus? Est-ce que quelqu'un réfléchit là-dessus? Est-ce qu'il y a des ressources financières? Non. Est-ce que vous avez un plan? Non. Est-ce que vous avez des informations particulières? Non. Et pourtant, là, dans la Commission fédérale, il y a des informations qui ressortent. Moi, je lui ai demandé,
Parce Mais que là, rien sur le Québec dans la c'est ça. Moi, je voulais fédérale. avoir cette information-là de la part du ministre François Bonnardel. J'ai dit, est-ce que vous avez des informations particularisées? Est-ce qu'il y a des menaces Ouais. ou des réelles ou avérées ou présumées? Sa réponse, ça a été non. Mais je pense qu'il va falloir approfondir la question. C'est est-ce qu'il Et n'avait pas vous, d'informations ou est-ce qu'il confirme qu'il n'y a pas de menace? Je et pense vous que c'est une avez, question qu'il faut creuser. vous avez-vous déjà entendu parler de quoi de possibilité d'ingérence au Québec précisément dans les élections québécoises? Non, moi, je n'ai pas d'informations particulières OK. là-dessus, mais c'est pour ça que nous, on voulait avoir cette information-là parce que ça nous semble une question éminemment importante pour notre démocratie actuellement. Les gouvernements démocratiques de la planète sont en Mhm. train de réfléchir à cette question-là. Ce qu'on veut, c'est prévenir d'abord et avant tout. Et là-dessus, je pense qu'il devrait y avoir une stratégie gouvernementale québécoise pour dire, ben voici, on est en 2024 et Mhm. en 2024, maintenant, ça fait partie des risques auxquels on est confronté. Ayons une stratégie, ayons une réflexion. Et je pense qu'elle peut même être La, multiministère, là. la question de l'ingérence étrangère, elle est très ancienne au Canada. Je vous reporte dans les années 60, après le Vive le Québec libre, le Canada est très inquiet des possibles ingérences françaises dans les systèmes électoraux, notamment au Québec. On craignait que la France finance carrément le parti auquel vous faites partie, le Parti québécois. Il y a toutes sortes d'informations qui ont circulé là-dessus. Et à l'époque, le père Trudeau, lui, il craignait beaucoup ça. Donc, alors que bon, la France, c'est une démocratie. Moi, j'ai fait un documentaire et l'affaire Morin, de Oui. Claude Morin, est liée à la possibilité d'une ingérence étrangère. Or, j'écoutais votre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, récemment, dire qu'il souhaitait une participation active de la France dans les affaires québécoises pour aider finalement le projet de souveraineté. Est-ce qu'il n'a pas lui-même invité la France à s'ingérer dans nos affaires? Oui, mais là, attendez, là, Monsieur Robitaille, ce sont deux choses complètement différentes. Oui, Paul Saint-Pierre, peut-être. Paul Saint-Pierre Plamondon parle de l'amitié profonde qui existe entre la France et le Québec, qui est historique, compte tenu d'une grande partie de l'histoire commune, en fait, que nous partageons. Et il indique, comme ça a toujours été le cas pour les gouvernements du Parti québécois et pour le Parti québécois généralement, c'est-à-dire que nous espérons que la France va continuer à accompagner le Québec, quels que soient nos choix dans le futur. Et vous Oui, savez que nous, mais dire et ça, qu'il c'est faut pas de l'ingérence, là. C'est pas de non, je sais, l'ingérence. mais dire que la France doit être activement, doit participer activement, si je me souviens bien, c'était ses propos. Est-ce que c'est pas justement dépasser le simple accompagnement? Là, on parle du côté politique. On parle de cette question du premier ministre Attal qui vient ici et qui nous a livré, vous l'avez entendu, un discours senti dans Mhm. lequel il renouvelle les intérêts communs de la France et du Québec en matière culturelle, en matière de laïcité, en matière de développement de la francophonie, d'innovation économique à l'intérieur de la francophonie. Et pour Oui. nous, évidemment, de cet accompagnement de la France dans les choix que nous espérons voir le Québec prendre. Ça, c'est une chose. Là, ce dont on a parlé cette semaine, la semaine dernière, avec le ministre de la Sécurité publique, c'est une ingérence illégale dans les processus politiques, dans les processus électoraux. Là, on parle d'utilisation d'écoute électronique, de cyberattaques, de disruption du système. C'est de ça dont on parle. Donc, ce sont deux choses vraiment bien distinctes. Et sur cette deuxième partie-là, c'est là que les gouvernements occidentaux, actuellement, en fait, les gouvernements démocratiques, donc qui ont un système électoral qui repose donc sur la transparence et sur le fait que le vote est vraiment bien calculé, vraiment bien compté, vraiment bien transmis. C'est là, c'est de ça dont on parle. Et j'insiste, dernière question sur ce sujet-là, mais demander à un autre pays d'agir activement pour un projet politique interne, est-ce que c'était pas un impair diplomatique? Vous qui êtes un internationaliste, comment dire, très expérimenté. Oui, ben, et de fait, là, il s'agit de relations diplomatiques, de relations internationales entre la France et le Québec
où Paul Saint-Pierre Plamondon réitère en fait ce vœu maintes fois exprimé par les chefs de notre formation politique historiquement sur cette volonté de garder cette relation amicale. Ça n'a rien à voir vraiment avec de l'ingérence et ce n'est pas se mêler de politique interne française. Vous m'avez peut-être entendu d'ailleurs le jour de la visite de M. Attal. Je dis, écoutez, là, ne nous mêlons pas de politique française parce qu'il y avait... Étienne Grandmont de Québec solidaire qui avait commis cet impair-là. Bon, mais ce qu'on appelait évidemment à l'idée... Il avait dit que M. Attal était trop de droite. Et là, moi, je rappelais cette coutume très importante lorsqu'il y a une visite diplomatique qu'on s'élève toutes et tous ensemble ici pour dire que c'est un accueil de l'Assemblée nationale fait au premier ministre de France. Donc, c'est deux questions là, vraiment distinctes. Sur la représentation du Québec en Israël maintenant, c'est le bureau, on en parle depuis des mois, c'est problématique depuis le 7 octobre et ses suites. Vous avez comme rejoint Québec solidaire, si je ne m'abuse, en disant qu'il faudrait faire une pause dans ce projet-là. Bon, la position de Québec solidaire appartient à Québec solidaire. À moins que je ne m'abuse, Québec solidaire demande d'annuler ou de ne pas procéder à l'ouverture du bureau du Québec. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, il y a un conflit armé très grave qui fait rage, qui cause des dizaines de milliers de victimes civiles, selon les rapports des Nations unies, acceptés et rapportés par les Nations unies. Ce n'est pas le temps, en termes de relations diplomatiques et de relations internationales, de procéder, de continuer à l'ouverture d'un bureau du Québec à Tel Aviv comme si de rien n'était. Et nous, notre position, c'est de suspendre, et c'était d'ailleurs la position initiale de la ministre des Relations internationales, Martine Biron, à l'automne. Au départ, elle a dit, écoutez, c'est pas le temps d'aller ouvrir un bureau du Québec à Tel Aviv. Et là, elle nous a dit, hier, en étude de crédit, que là, elle considérait que la situation s'était un peu calmée, que ça rendait peut-être possible des allers-retours. Et là, c'est pas un aller-retour qui s'est passé. Le directeur du bureau, la personne qui est nommée pour occuper la fonction officielle la plus élevée de la diplomatie québécoise, dans ce bureau-là, est allé pendant un mois, pendant que la ministre Biron a affirmé à l'Assemblée nationale le contraire. Et hier, elle s'est emmêlée dans ses explications. Et là, ça soulève de très sérieuses questions. Et surtout, elle continue à dire, écoutez, nous, on procède à l'ouverture de ce bureau-là et elle le remet toujours aussi sur le plan commercial. On va là, tu sais, pour développer nos relations commerciales. Ben oui. Ce n'est pas le temps de faire ça et ça lance un signal. En termes de relations internationales, vous l'avez évoqué, là. J'ai quand même œuvré 20-25 ans dans ce domaine-là. Ben oui. Actuellement, la prudence, ce serait de dire chaque geste, chaque parole compte. C'est pas le temps actuellement. On garde la personne à Montréal. On attend de voir comment ça va évoluer. Je le rappelle, c'était la position initiale d'ailleurs de la ministre. Et ce n'est pas le temps de procéder parce que là, en procédant, on lance un signal. Je lisais un communiqué émanant de la communauté juive aujourd'hui qui disait que être choqué de voir que certains députés ont décidé de n'avoir aucune critique envers des représentants dans des pays au bilan plus que discutable en termes de droits humains, comme la Chine et Cuba. Est-ce que ça peut être un bon argument, selon vous? C'est vrai qu'on accepte d'aller dans des pays qui ont des bilans épouvantables, là? Là, on parle, d'abord, c'est important encore une fois de distinguer ce qu'on pense de la politique interne, de procéder à l'ouverture d'un bureau du Québec pendant qu'il y a un conflit armé qui fait l'objet de plusieurs résolutions des Nations unies qui expriment de graves préoccupations. Il y en a des conflits armés en Chine? La question est combien de délégations du Québec, combien de bureaux du Québec ont été ouverts pendant un conflit armé, alors qu'il y a des victimes civiles sur le terrain et qu'il y a des résolutions des Nations unies qui condamnent ce conflit. En Chine, on ne parle pas d'ouvrir un bureau du Québec actuellement dans ces zones-là. Là, celui dont on parle, on l'a ouvert quand même. C'est celui de Tel Aviv dont on procède à l'ouverture pendant l'offensive armée, alors que la prudence, ce serait de dire, pour l'instant, attendons. Et quelle est l'urgence? Qu'on y réfléchisse, là. Ouais. Le Québec entretient des relations que nous considérons extrêmement importantes de longue date, depuis des décennies avec l'État d'Israël. Elles sont étroites, ces relations-là. Elles sont constructives. Elles sont importantes. Et ça s'est produit depuis toutes ces décennies-là sans qu'il y ait un bureau du Québec à Tel Aviv. Quelle est l'urgence actuellement
d'aller ouvrir ce bureau à Tel Aviv. Mhm. Quel est l'objectif? Pourquoi on a envoyé le directeur de bureau à Tel Aviv, ou en tout cas en Israël, parce qu'on connaît pas les détails de son déplacement. On sait qu'il a été pendant 1 mois en Israël, alors que la ministre prétendait le contraire. Est-ce que c'est parce que la ministre trouvait que c'était pas une si bonne idée que ça qu'il soit en Israël? Parce que c'est ce qu'elle avait dit au départ. C'est ça la question. Donc là, il y a plusieurs enjeux. C'est la transparence de la ministre par rapport à l'ouverture de ce bureau-là, la séquence, mais c'est ensuite aussi l'opportunité d'ouvrir à ce moment-ci et surtout la prudence qui devrait guider la ministre. Est-ce qu'il faudrait reconsidérer nos investissements en Israël? Il y a été beaucoup question de ça hier lorsque la Caisse de dépôt est venue en étude de crédit. Est-ce qu'il faudrait donc annuler, désinvestir en Israël pour protester contre la façon dont finalement on traite les Palestiniens à Gaza? C'est que là, c'est justement le temps de faire preuve de prudence, de mesure, de nuance. Ce n'est pas le temps de parler de commerce international alors qu'il y a un conflit armé qui fait rage. Donc oui ou non? Qui fait... Faut désinvestir? Aujourd'hui, c'est le temps de se dire qu'est-ce qui se passe avec le conflit armé, quelle est la position du Québec par rapport au conflit armé, et la position du Québec, ça devrait être celle de la prudence, de dire que là, l'enjeu numéro 1, c'est celui de l'ouverture du bureau du Québec à Tel Aviv. C'est le temps de la prudence. Donc que la Caisse de dépôt investisse, mettons, dans McDonnell Douglas, dans une compagnie qui construit des avions qui peuvent servir là-bas à bombarder des populations civiles. Est-ce que ça, est-ce qu'on devrait désinvestir ou non? J'étais à cette étude de crédit aussi. Je pense que c'est une bonne chose que la Caisse de dépôt ait dit qu'elle n'a pas l'intention d'investir dans ce type d'industrie-là. Mais il y a toute la question des investissements indirects. C'est-à-dire que c'est pas un investissement qui est effectué directement dans une compagnie qui produit des armes ou qui vend des armes, mais qui vend des composantes ou qui est indirectement lié. Et ça, cette question-là, on invite la Caisse de dépôt à continuer à travailler sa politique de responsabilité sociale des entreprises. Elle a des nouvelles politiques qui se développent. Donc, on fait attention. On investit. Faut faire très attention. Moi, j'ai posé les questions. Alors, toute la question de l'utilisation des investissements dans des zones de conflit, comme celui actuellement en Israël, il faut faire la lumière. Mais en Ukraine, là, est-ce qu'il ne faut pas investir? Pour aider les Ukrainiens, est-ce qu'il ne faut pas investir dans l'armement? Bon, vous m'amenez sur différents terrains, mais là, l'Ukraine actuellement est victime d'une guerre d'agression par la Russie. Vous savez que le Québec ici, on a adopté des motions qui sont en faveur de l'Ukraine, de la continuation de l'aide à l'Ukraine. J'ai moi-même parlé de ça à l'Assemblée nationale. Le Canada appuie l'Ukraine. Ça c'est un autre. Encore une fois, c'est un autre enjeu. C'est la possibilité. Mais là, l'investissement dont l'Ukraine a besoin. Pardon? Dans ce cas-là, les investissements seraient peut-être, acceptables. Ben écoutez, le Canada actuellement est un des pays qui fournit donc une aide militaire. Et là, ce qu'il faut aider, c'est aider le peuple ukrainien à défendre son territoire. Et vous le savez, là, on parle de crimes de guerre, on parle de crimes d'agression. Mais à Gaza aussi. Dans mon ancienne vie, vous le savez, j'ai participé à des projets. Donc, l'organisation que je dirigeais a un projet, à l'époque, a un projet en Ukraine. Et là, on parle de victimes, de viols collectifs, de torture, de crimes de guerre. On demande donc des moyens pour être capable de se défendre. À Gaza aussi, peut-être qu'on pourrait dire qu'il faudrait qu'on aide les Palestiniens à se défendre. Ben là, justement, là, il y a tous ces enjeux-là. Voyez-vous, on est dans une période de conflit armé avec plein de questions importantes qui se posent et notre gouvernement s'entête à continuer à vouloir ouvrir un bureau, une représentation dont on dit qu'un de ses principaux objectifs, c'est le développement des relations commerciales, comme si de rien n'était. Là, c'est là l'enjeu qui nous occupe et nous, notre position, c'est prudence, faisons la bonne chose, c'est-à-dire suspendons le processus de déploiement de ce bureau-là en attendant de voir comment évolue le conflit. Puis ce qu'on espère, en fait, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu. Vous savez, on l'a appelé à plusieurs reprises, que l'aide humanitaire puisse arriver à Gaza. Là, on parle de centaines de milliers de personnes en famine, d'aide humanitaire qui n'arrive pas. Le paradis, il faut s'arrêter, malheureusement.
Je suis très content de vous recevoir à l'émission. Discussion intéressante. Puis on n'a même pas eu le temps de parler de transport à Québec, qui était un autre gros sujet dans votre cours là, comme député de Jean Talon. Oui, très concerné. Alors, c'est un rendez-vous pour une prochaine fois. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Comme chaque semaine, ils sont avec nous, les vadrouilleurs Geneviève Lajoie, Nicolas Lachance et leur patron, Rémi Nadeau. Bonjour, le chef. Ça va bien? Très bien. Bonjour. On revient, ça va un peu moins bien entre les villes et le gouvernement du Québec. C'est le retour de la zizanie. On avait eu la zizanie autour de la question de l'itinérance. Là, c'est le transport en commun. Évidemment, il y a Bruno Marchand qui a dit qu'il avait vraiment plus confiance en Geneviève Guilbeault. Je me posais la question, et aussi, c'est vrai, il y a François Legault qui a dit que c'était une gang de quêteux. Et je me posais la question, est-ce que ça prouve pas que moins François Legault parle, mieux ça va, Nicolas? Ben, du moins, les sondages semblent le démontrer également. Ça faisait 3 semaines qu'il nous avait pas parlé. Il semblait avoir stoppé la chute vertigineuse de la CAQ dans les sondages. Et soudainement, et ça lui brûlait les lèvres là, tout au long du point de presse. On sentait que ça le titillait, il avait envie de dire des choses. Puis à la dernière seconde, il s'est laissé aller. Il a dit le fond de sa pensée. Et en même temps, on critique souvent les politiciens d'avoir la langue de bois. Il l'a eu avec Lefebvre, par exemple. Quand il s'est fait poser la question sur le départ d'Éric Lefebvre, il a répété la même cassette constamment, même si on sent qu'il a envie de dire quelques trucs sur ce départ-là qui lui fait mal. Mais il l'a dit, puis du même de l'autre côté avec Bruno Marchand, il a dit le fond de sa pensée. Souvent, on dit que les politiciens osent pas dire tout haut ce qu'ils disent tout bas en privé. Ben moi, je pense que c'est pour le bien de la population de les entendre dire ce qu'ils pensent. Geneviève, sur cette querelle des transports et sur le François Legault qui vient de briser le silence. Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les maires n'ont pas intérêt à se coltailler avec le gouvernement sur la place publique. Puis on l'a vu au début du gouvernement, c'était beaucoup moins le cas. Mais c'est sûr que le gouvernement, c'est lui qui possède le trésor de guerre, l'argent des contribuables québécois. Donc là, c'est sûr que plus les sondages sont négatifs pour François Legault, plus les maires sont tentés publiquement de dire leur façon de penser au gouvernement, parce que ça fait même en sorte, il peut même y avoir avantage à faire ça, puisqu'ils ont l'air proches ou près de leurs citoyens qui, eux, font de moins en moins confiance à François Legault. Mais on ne parle pas beaucoup du fond de l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a des déficits épouvantables dans les sociétés de transport, hein, Rémi? Et c'est ça, au fond, la pomme de discorde. Oui, et tu sais, là-dessus, moi, je trouve que Geneviève Guilbeault a partiellement raison, mais elle a été malhabile là, en disant que c'était pas une mission de l'État, ça avait trop l'air. Elle n'a pas utilisé les bons mots, elle n'a pas été habile là, sur le plan des communications, alors que c'est censé être sa force, donc c'est un problème pour elle. Mais sur le fond, c'est sûr qu'elle a raison de dire qu'à un moment donné, le gouvernement, lui, n'est pas responsable de la gestion au quotidien des activités des sociétés de transport. Et les sociétés de transport font des choix, et des fois, c'est des choix coûteux. François Legault répète souvent que les employés municipaux sont payés plus cher que ceux du gouvernement du Québec, que ceux du gouvernement du Canada. Ils ont aussi d'autres dépenses. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, le gouvernement, pendant la pandémie, a pris ses responsabilités pour dire, ben là, c'est normal, il n'y avait plus personne. Il fallait qu'ils utilisaient le service. Donc, il fallait absolument aider les sociétés à éponger leur déficit. Mais par contre, là, est-ce que c'est au gouvernement, année après année, d'éponger, ou à ce moment-là, ce que devrait faire le gouvernement, c'est trouver une nouvelle façon soit d'organiser avec les villes le transport en commun et rendre ça plus facilitant. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un coup de barre quelque part et il y a de responsabilité des deux. Tu sais, je pense que c'est pas uniquement au gouvernement de dire « je vais payer les yeux fermés tout ce que font les sociétés de transport », mais en même temps, il faut aussi qu'il soit un leader, le gouvernement. Il ne peut pas tout simplement se laver les mains et dire « je ne m'occupe pas de ça, le transport en commun ». C'est pas important.
Mais il y a la proposition du Parti québécois d'aller piger dans le fonds d'électrification, l'ancien fonds vert qui est créé là, par les revenus de la Bourse du carbone. Nicolas, est-ce que c'est réaliste, ça, d'aller piger là-dedans? Ben, du moins, il y a de l'argent qui dort. Il y a un surplus de 1,7 milliard de dollars. Hier, la commissaire au développement durable parlait que c'est plutôt 1 milliard maintenant, là, qu'il y aurait eu des dépenses qui n'ont pas encore été mises sur la table, mais qui auraient été faites dans le fond. Donc, on a 1 milliard qui dort là. Puis ben, c'est idéologique rendu là, c'est une question politique. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Ça reste que les villes, elles, attendent un plan. Ils ont gagné des campagnes électorales en proposant certaines choses et forcé d'admettre que depuis 6 ans, à la CAQ, on voit pas beaucoup de résultats concrets, de visu sur le transport collectif. Donc, j'ai l'impression qu'il est un peu, on se base beaucoup sur l'aspect financier et oui, c'est le gouvernement du Québec qui tient les cordons de la bourse, mais on attend aussi une vision concrète pour que tout le monde avance dans le même sens et je pense que c'est là qu'il y a la friction est en train de se créer puis ben clairement est en train de se dire aussi sur la place publique. Donc et ça revient un peu à ce qu'on disait en début de mandat. C'est clairement les municipalités prennent l'espace des oppositions qui peinent à voir le jour et à prendre l'espace public. Et clairement, c'est eux autres qui mènent le bal et qui sont capables de faire réagir le gouvernement présentement. Dossier d'Éric Lefebvre maintenant, ce whip qui a finalement déserté la CAQ. Justement, Geneviève, tu l'as appelé étiqueté déserteur plutôt que transfuge. On a eu une petite discussion au bureau avant-hier là-dessus. J'aimerais que tu me parles de ce choix-là de mots. Bien, il faut savoir que nous autres, on travaille avec des mots à journée longue. Hein? Alors, on se trouve des synonymes, on cherche des synonymes. On ne peut pas utiliser le mot transfuge dans le cas d'Éric Lefebvre puisqu'il n'est pas passé directement à l'ennemi. Ce qui aurait été le cas s'il avait traversé la Chambre pour aller au PQ, au PLQ, à Québec solidaire, ce qui m'aurait grandement surpris, là, évidemment. Et puis je vous rappelle que là, il est passé au Parti conservateur du Canada. Hein. François Legault a déjà dit que c'était une bonne chose de voter pour les conservateurs fédéraux. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas parler donc de transfuge. Déserteur, ben, on a l'image du soldat qui déserte. Et quand déserte-t-il? Évidemment, quand ça va mal. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé le déserteur. Mais sur le fond des choses qu'on a appris cette semaine, et ce qu'il nous a pas dit mot pour mot, mais ce qu'on a compris du discours d'Éric Lefebvre, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas indépendant de fortune et que finalement, il a besoin de son salaire de député de l'Assemblée nationale, à tout le moins jusqu'aux élections fédérales, aux prochaines élections fédérales. Alors, c'est ça qu'on a compris de ce qu'il nous a dit cette semaine, c'est qu'il a besoin de ce salaire-là et qu'il va rester donc député indépendant le plus longtemps possible, donc jusque probablement à au déclenchement de l'élection fédérale. Ces explications étaient un peu laborieuses. Rémi, est-ce qu'elles t'ont convaincu? Non, c'est sûr que c'est comme Geneviève a mentionné, c'est tout simplement une question de salaire là, pour lui parce que à partir du moment où on sait qu'il va être une figure importante au Québec de Pierre Poilievre, c'est un organisateur super efficace. D'ailleurs, quand il avait été candidat dans le passé pour le Parti conservateur au fédéral, Stephen Harper avait été vraiment impressionné là, par le nombre de cartes qu'il avait vendues et ce qu'il avait organisé, tout ça. Bon, alors c'est sûr qu'à partir du moment où il sait, Éric Lefebvre, qu'il va être candidat à l'élection fédérale, il va commencer à préparer le terrain. T'sais. Et là, est-ce qu'on peut prétendre qu'il est 100% dédié à son travail de député au provincial? Je pense que la réponse, évidemment, c'est non. La tête et le cœur ne peuvent pas être aux deux en même temps à 100%, c'est impossible. Et pour la CAQ, là, ce qui fait mal, c'est que c'est quelqu'un qui avait une position quand même relativement enviable, là, dans le sens que le grand public ne connaît pas beaucoup Éric Lefebvre, mais être whip du gouvernement, c'est être responsable d'un cabinet d'une vingtaine de personnes, c'est quand même une assez grosse équipe. Il siège au Conseil des ministres. Ils n'ont pas l'air contents à son cabinet. J'en ai croisé dans le couloir qui était pas contents de leur ancien patron. Bien, ils ont trouvé évidemment que ça s'est fait tellement vite, je veux dire, dans le mandat. Il reste encore beaucoup de temps au mandat et le perdre comme ça du jour au lendemain. Et donc, il y en a des députés à la CAQ là, qui n'ont pas de poste au Conseil des ministres et qui auraient bien voulu avoir ce travail-là. Donc, que lui, il renonce, bien, ça montre, comme Geneviève a dit, que c'est parce que les sondages ne sont pas bons, ça ne va pas bien. Bien que lui, ce qui est drôle, c'est que dans son cas, lui,
selon Québec 125, il faisait partie des 11 qui... Rescapés? Qui gagnerait, oui, c'est ça, en 2026 malgré tout. Mais tu sais, quand même, ça montre qu'il y en a d'autres qui réfléchissent. Et tu sais, on répète souvent que Pierre Fitzgibbon pourrait quitter avant la fin du mandat, Christian Dubé, Éric Girard. Et il y en a d'autres aussi qui se demandent, bon, est-ce que je vais vraiment solliciter un nouveau mandat? Donc, tout ça, ça envoie comme un signal qu'à la CAQ, ça commence un peu à s'effriter là, dans l'esprit de corps. Puis dans il pourrait y avoir plusieurs déserteurs. Oui, exactement. Plusieurs déserteurs, hein, Nicolas. Donc, juste rapidement sur Éric Lefebvre. On a la chance parfois d'assister à des mails de presse intéressantes lorsqu'on est journaliste à l'Assemblée nationale. Et je dois dire que j'étais présent lors de cette mail de presse avec Éric Lefebvre, qui s'en allait sur une belle dérape à la fin. Là. Il avait hâte que son attaché de presse qui travaille à son bureau de comté, il lui donnait des tapes sur la cuisse pour que ça arrête. Parce qu'on était sur le point de lui faire dire que il voulait rester à la CAQ, mais non, ça n'a pas passé du tout au cabinet du premier ministre. Exact. Il devait partir, donc il a répété ce qu'on lui a dit de dire. Hein. La meilleure chose, c'était que je quitte, mais il voulait rester à la CAQ. Mais imaginez ça, c'était impensable. Et en coulisses, on nous dit qu'il était encore amer de ne pas avoir eu un vrai poste de ministre. C'est sans doute ce qui ressort principalement, c'est qu'il voulait siéger et avoir un portefeuille, était tanné du rôle de whip, il voulait plus. Et c'est ce que les conservateurs, semblent vouloir lui offrir. Geneviève, parlons de ta une de ce matin. On est vendredi, au moment où on enregistre. Une députée s'est confiée à toi sur son vraiment difficile parcours vers la fécondité. Donc, histoire humaine intéressante là, ce matin. Oui, c'est la députée caquiste de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, une députée de la CAQ. Qui, effectivement, après 3 ans, c'est une jeune femme de 33 ans, là, qui est quand même, si je ne m'abuse, la plus jeune députée femme à l'Assemblée nationale. Et ça fait 3 ans, elle, qu'elle tente de tomber enceinte. Elle tenait à raconter son histoire parce qu'il y a énormément de femmes qui vivent ça et c'est méconnu là, à quel point ça peut être difficile. Des injections dans le ventre tous les jours, la nausée constante pendant des mois. Je veux dire, tu travailles, là, tu dois travailler, tu dois livrer tous les jours. Mais oui. Et c'est difficile, mais c'est même difficile aussi financièrement parce que le cas de Madame Bourassa, en fait, c'est pas couvert par le régime, le programme de procréation publique. Ben oui, je pensais, moi, qu'il y avait comme un essai gratuit, comme on dit. Oui, il y a un cycle de fécondation in vitro qui est offert gratuitement aux couples infertiles. Le problème, c'est son conjoint, quand elle l'a rencontré, lui est plus âgé et lui avait déjà été vasectomisé. Alors, le canal famille était coupé. Exactement. Donc, dans ce cas-là, le gouvernement ne rembourse pas les traitements, mais à la fois pour l'homme et pour la femme aussi. Donc, ils ont déjà dépensé 40 000 $ pour des traitements. Évidemment, elle est députée, lui est militaire. Je veux dire, ils font quand même de bons salaires, mais c'est sûr qu'elle, dans son parcours, a croisé évidemment beaucoup de femmes qui, elles, n'avaient pas les moyens de s'essayer 2 ou 3 fois comme elle a réussi à le faire. Mais là, bonne nouvelle, elle est enceinte. Son accouchement est prévu au mois de novembre. Mais un beau témoignage là, aujourd'hui là, de la députée Karianne Bourassa. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais entendre Rémi sur ses pouces en haut et ses pouces en bas là, de la fin de semaine. On sait que Rémi, il nous fait toute une page dans le journal tous les samedis là, sur les bons et les moins bons coups de la semaine. Je n'ai pas trouvé vraiment de bons coups cette semaine. Non? Écoute, Geneviève Guilbeault, en raison de la bourde sur le plan des communications, évidemment, c'est un mauvais moment pour elle. Pour ce qui est de François Legault, on comprend là, qu'il veut être plus discret. On en parlait en début de segment. Ça semble lui amener un certain avantage, mais à un moment donné, il y a une limite. Là. Non seulement il répond très peu aux questions des journalistes là, au Parlement, pratiquement plus, là, en fait, là, depuis quelques semaines, mais en plus, là, sa manie de répondre à Paul Saint-Pierre Plamondon en citant ces extraits de livres de 2014, là, à un moment donné, ça devient ridicule. Et le comble, en fait, je trouve, c'est de faire une activité symbolique pour le jour de la Terre, c'est-à-dire planter un arbre et que ce soit fermé aux médias. Donc, faire une activité symbolique, médiatique, pas de médias.
Oui, Je pense que c'est un peu le comble du ridicule. Et oui, sinon, Geneviève, là-dessus, peut-être? Ben, j'allais dire, si Rémi n'a pas de pouce en haut, justement, mais moi, j'en aurais un cette semaine. Je lève mon chapeau à Pierre Fitzgibbon, parce que là, on parle des politiciens qui mettent leur cape d'invisibilité dans les corridors du Parlement, là. Mais en tout cas, s'il y en a un, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Pierre Fitzgibbon, il ne laisse personne indifférent, mais il faut lui donner ça. C'est le seul ministre qui s'arrête automatiquement devant les journalistes, répond à toutes les questions. Oui. En as-tu une autre? En as-tu une autre? Je vais répondre. Malgré son attaché de presse qui, souvent, tente de le tirer, mais ça fonctionne jamais. Il veut répondre aux questions et donc, c'est un des seuls politiciens qui n'est finalement jamais encore, en tout cas pour le moment, devenu un politicien et un adepte de la langue de bois. Il a du plaisir à le faire. Il a vraiment Oui, beaucoup hein? de plaisir à Puis, le faire. il nous a révélé cette semaine que le bureau du Québec en Israël, c'était son idée. Oui, un de ses nombreux voyages. Il est allé en 2022 pour un voyage pour, en tout cas, la recherche et l'innovation. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'il a lu l'éclair de génie d'ouvrir un bureau du Québec à Tel Aviv. Bon, ça avait déjà été dans les cartons du gouvernement déjà en 2017 là, sous les libéraux, mais visiblement, c'est lui qui a poussé pour ça au sein du gouvernement de François Legault. C'est lui la vision du transport collectif également. Ben, c'est vrai, hein? Il nous dit qu'il y a trop de voitures. C'est le seul qui ose dire ça à la CAQ. Exactement. Il faudrait juste qu'ils investissent davantage peut-être dans les grands projets. C'est sûr que là, avec les déficits, ça pose de sérieux problèmes. Peut-être un dernier mot là, en terminant, Nicolas. Sur pas long. Pas long. Je comprends sur Monsieur Legault qui nous parle pas. Je trouve qu'il devrait peut-être un peu plus doser venir nous parler. Il est pas obligé de faire une déclaration choc à chaque fois. Peut-être être capable de garder un peu de contrôle sur lui-même. Et comme ça, tout le monde serait content. Hey, on n'avait pas beaucoup de temps cette semaine, cher vadrouilleur. Merci beaucoup de votre discipline. Alors, Geneviève Lajoie, Nicolas Lachance, correspondant parlementaire au bureau parlementaire, et leur chef, Rémi Nadeau. Merci beaucoup. Merci. Salut! Au revoir. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Et c'est l'heure de la chronique Consti avec Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement un professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, tu es aussi un lecteur du journal, puis ça me fait plaisir. Tu veux revenir aujourd'hui sur le dossier, le grand dossier qu'on a fait sur le français au Québec et au Canada, surtout dans le reste du Canada. Un dossier à lire et à relire qui, en tout cas chez moi, provoque quand même une certaine douleur. Hein. C'est pas un portrait c'est un portrait lucide de la situation. Puis au final, le déclin démographique du poids des francophones hors Québec et ou incluant le Québec dans le Canada, c'est une constante là, dans notre histoire. Il y a néanmoins des périodes où la chose s'accélère, des périodes où la chose se stabilise, mais moi, ce qui me marque là-dedans, et c'est peut-être une façon de faire un lien avec notre chronique, notre rendez-vous habituel, c'est comment, à quelque part, le droit se situe par rapport à ça. Il y a des périodes où le droit est un accélérateur du déclin du français. À d'autres moments, il essaie au contraire de lutter contre cette tendance, parfois avec un succès relatif, parfois avec pas vraiment de succès du tout. Il y a quelque chose de paradoxal dans la manière dont, particulièrement le droit fédéral, moi je suis de ceux qui prétendent qu'Ottawa en fait beaucoup pour le français au Canada. Quand même. Et que le problème, c'est pas la quantité d'efforts ou d'argent ou d'énergie investie pour promouvoir le français, c'est que je suis pas certain que les efforts ont été investis au bon moment de l'histoire. Ah oui, au bon moment de l'histoire. Et même encore aujourd'hui, je suis pas sûr les efforts sont nombreux, même colossaux. Puis faut être honnête, moi je fais souvent du droit comparé, ça m'arrive souvent de me tourner vers des pays, des fédérations multilinguistes, avec plusieurs langues, plusieurs communautés nationales. Je pense à la Suisse et à la Belgique, qui sont des comparables. Mais le type de bilinguisme fédéral qu'on pratique en Belgique et au Canada et en Suisse, le Canada fédéral n'a pas à rougir de cela. Fait que l'ampleur des efforts déployés par Ottawa est quantitativement au rendez-vous, mais moi je pense qu'il n'est pas qualitativement
au rendez-vous. Et donc, les efforts sont pas toujours mis aux bonnes places, et ce paradoxe entre le droit et l'évolution démographique est assez frappant. Quand on regarde la longue histoire, au fond, Antoine, là, il y a à peu près juste une période ou deux où le fait français dans le Canada a réussi à peser très lourd. Deux périodes fort éloignées qui ont donné, à mon avis, dans les deux cas, un portrait, ont créé une distorsion. La première, c'est, je dirais, là, après l'effet Lord Durham, quand on s'est rendu compte que ça marcherait pas, l'assimilation, il y a eu un espèce de moment très dualiste dans l'histoire canadienne, disons entre 1848 et 1867. Là. Je mets l'adoption de 1867 là-dedans à certains égards. Oui, parce qu'il faut rappeler que Lord Durham, lui, il fait son rapport dans les années 40. Exactement. Après les rébellions, puis son constat, c'était qu'on était un peuple sans littérature et sans histoire. Mais toi, tu dis qu'il y a comme une réaction à ça par après. Il y a une période très positive là, qui s'engage. Puis ça a créé l'union, parce que ça, c'est dans l'histoire constitutionnelle, c'est 1840, l'union, si je ne m'abuse. L'union, elle est assimilationniste. Il y a même des dispositions qui imposent l'anglais comme seule langue officielle. Mais là, on a un droit qui veut assimiler le fait français. Mais on a une réalité politique, sociologique et démographique qui fait en sorte que la colonie n'est pas gouvernable sans un vrai pacte, sans une vraie reconnaissance de la dualité. Et donc, toute cette période où on forme des gouvernements à deux têtes, avec deux chefs, MacDonald, Cartier, Lafontaine, Baldwin, c'est une période où, les francophones sont très, très, très conscients de leurs intérêts, très conscients des enjeux existentiels qui sont les leurs. Et en même temps, il y a du côté anglophone une volonté de coopérer, une relative bonne foi, relative, là, on pourrait nuancer, mais qui se traduit dans une certaine reconnaissance de la dualité. C'est dans ces années-là que l'on va diminuer les effets pervers du rapport Durham, qu'on va adopter le Code civil qui fait partie de cette dualité-là, puis qu'on va adopter quand même les aspects de 1867 qui milite vers cette vision de deux peuples fondateurs. Puis cette période-là, elle nous conduit à occuper un poids politique quand même assez important qui correspond pas tout à fait à notre poids démographique de l'époque, mais c'est comme si les anglophones n'ont pas le choix de gouverner en dualité avec les francophones parce qu'ils sont encore majoritaires, du moins au début de cette période-là, et ensuite opère le basculement. Et l'autre période qui crée peut-être la même illusion, elle est plus proche de nous, mais c'est la période des années 1960, l'arrivée de Pierre Trudeau avec la loi sur les langues officielles, jusqu'à à peu près aujourd'hui, où on a eu une période politique où les dirigeants au fédéral qui parlent français ont été un peu surreprésentés, très présents. Il y a eu des gestes pour essayer de réparer toutes les années de la grande noirceur linguistique canadienne, si je peux dire. Et donc, il y a eu des gestes pour essayer de rétablir les choses. Et ces deux périodes-là sont peut-être les deux seules où le droit essaie de marquer des pas en avant pour essayer d'enlever les effets les plus pervers de la dynamique canadienne. Tout le reste du temps, la dynamique canadienne joue en défaveur des intérêts des francophones dans cette fédération. Dans les années qui suivent 1867, là, on a encore beaucoup de communautés francophones, là, même des provinces dans la période où on développe les provinces de l'Ouest. Les Autochtones et les francophones et les Métis occupent un poids démographique considérable. Et donc, on est durant cette période dans une logique où il faut comme écraser, assimiler cette dynamique démographique pour imposer, en quelque sorte, une vision ontarienne du Canada. Et donc, on est dans une dynamique d'un Canada qui est dans une conquête de l'Ouest, dans une logique d'expansion. Et dans cette logique d'expansion, il faut passer le rouleau compresseur sur les aspirations de Louis Riel. Et la corde au cou de Louis Riel. Exactement. Et moi, j'ai bien peur qu'avec l'initiative du siècle, avec l'ambition de Justin Trudeau, qui est une forme de conquête pour le Canada, qui est une forme d'expansion. C'est-à-dire que l'expansion qu'on a connue, si je peux dire, de 1870 à 1960, qui était un peu la phase du Canada, là, expansion vers l'Ouest, et on écrase les droits des francophones avec Règlement 17, avec tout ce qui s'est passé au Manitoba, etc. Ça, c'est en Ontario, le Règlement 17. Ça interdisait l'enseignement du français. Non, mais
sur le plan juridique, là, toutes les provinces ont joué dans le film qui consistait à dire « Oh, il y a un malentendu dans 1867. Vos écoles, elles seront pas sur une base linguistique. Ouais, On va vous faire des écoles catholiques. Ouais. On va vous faire des écoles catholiques, mais elles seront pas nécessairement francophones. Moi, Ça, c'est la grande trahison de 1867. Le jour où on dit « Oh non, c'est pas écrit des écoles françaises en Ontario, c'est écrit des écoles catholiques. On va vous en faire des catholiques unilingues. » C'est ça le règlement 17. Et là, c'est la grande trahison qui va être faite autour de la fin du 19e siècle et durant toute cette période d'expansion vers l'Ouest. Je t'ai interrompu, je m'excuse. Ben, j'ai participé au dossier. Évidemment, je suis allé dans 3 provinces dans l'Ouest. Je suis allé au Manitoba, en Saskatchewan, puis en Alberta. J'en suis pas revenu à quel point c'était récent, au fond, la permission d'avoir des écoles en français. Écoute, ça date des années 70. Je veux dire, je suis né en 68, moi. Autrement dit, quand je suis né, c'est interdit d'enseigner le français dans ces 3 provinces-là. Pour moi, je connaissais l'existence du règlement 17, donc 1912, si je ne m'abuse, mais je ne savais pas que dans l'Ouest, ça avait été carrément interdit l'enseignement du français. Puis, j'avoue que j'ai été ému d'entendre mon grand-père sur le discours là, que j'ai trouvé sur un disque vinyle où il disait carrément qu'il faut contourner les lois pour enseigner, transmettre le français aux enfants. Oui, puis c'est une période qui est très longue et qui est très noire de l'histoire canadienne où il y a un projet, il y a comme une vision, il y a une ambition. Construire le Canada de demain, un Canada plus grand qui s'étend avec des nouvelles provinces, mais où l'expansion du Canada, elle joue toujours en défaveur du fait français. C'est ça. L'équilibre démographique de 1867, le Québec une province sur 4, le Québec un tiers de la population, on oublie ça, là. Dans ce projet expansionniste, on oublie complètement le fait français. Et justement, quand se produit l'inversion de cette dynamique-là, autour des années 60-70, ben, ça se produit à un moment où, de toute façon, quand même qu'on adopte un droit plus favorable à la protection du français, il n'est pas trop tard. Mais on est désormais dans une dynamique où les rapports de force démographiques se sont tellement modifiés que le droit plus généreux qui s'installe avec la loi sur les langues officielles, ben, il ne sert plus à rien. Puis ce droit plus généreux, il s'installe pourquoi? Ben, il s'installe autour de l'idéal politique porté par Pierre Trudeau, mais il s'installe aussi en réaction avec ce qui se passe au Québec puis les premières lois linguistiques. C'est-à-dire que le Canada, le fait que le Québec commence à défendre sa langue avec les premières lois, notamment évidemment la loi 101, ça oblige le reste du Canada. Je pensais que tu allais dire la loi 22. Oui, évidemment, mais je veux dire, c'est surtout avec la loi 101 que la chose va être judiciarisée. Okay. Et donc, les tribunaux canadiens sont placés dans une logique où ils ne peuvent plus ignorer le fait que dans le reste du Canada, on prend des libertés, pour pas dire on piétine les garanties historiquement consenties aux francophones, pour en même temps dire aux Québécois, vous prenez trop de liberté avec votre charte de la langue française. Donc, il y a une espèce de devoir de cohérence qui explique aussi en partie cette période-là. Je donne un exemple là, pour les initiés de la jurisprudence. Ben, quand, dans l'arrêt Blakey, pas longtemps après l'adoption de la loi 101... 1977, oui, exactement, 18, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ben, on se rend compte que, au Manitoba, ils avaient les mêmes articles, puis ils faisaient ça depuis 1890, donc depuis près d'un siècle. Toutes les lois et tous les règlements du Manitoba étaient invalides. Et là, la Cour suprême est saisie en quelques mois, quelques années, de 2 litiges. Un qui vient du Québec, où au fond, le Québec dit, ben, si le Manitoba a eu le droit de changer ces aspects-là de la Constitution, nous aussi, on va les changer. Et là, automatiquement, la Cour suprême s'en saisit. Et là, en même temps, elle est saisie d'un litige qui concerne le Manitoba, alors que des jugements au Manitoba, il y en avait eu dans les années qui avaient suivi l'adoption. Ben oui, ces dispositions-là qui étaient inconstitutionnelles, elles ont été contestées, mais par des communautés francophones dotées de moyens modestes, puis par les gouvernements du Manitoba qui ont suivi, ont juste décidé d'ignorer ces jugements-là. Et donc, on ne pouvait plus se mettre la tête dans le sable du moment où, quand il y avait juste un litige au Manitoba, ben, le gouvernement disait « OK, on a perdu, mais on ne changera rien ».
Mais là, quand il y a le même problème au Québec, à un moment donné, la situation du Québec a forcé le Canada à être obligé de faire preuve de plus de cohérence. Mais je veux dire un mot de la période dans laquelle on se lance et qui, à mon avis, est fort différente puis à bien des égards inédite. C'est-à-dire que nous avons, avec le projet d'initiative du siècle du gouvernement Trudeau, une ambition expansionniste qui n'est pas territoriale, c'est pas le territoire canadien que l'on veut voir croître, mais sa population pour que le Canada atteigne le seuil du 100 millions d'habitants le plus rapidement possible. En 2100. Et ça relève. C'est ça l'initiative du siècle. Oui. Et ça relève de la même volonté expansionniste, mais c'est pas territorial, que ce qu'on a connu dans les pires heures de l'après-confédération, de la pendaison de Louis Riel jusqu'aux années 60. Il y a la même volonté, au nom d'un projet politique, de procéder à une espèce d'expansion du projet canadien. Mais un projet canadien qui, en plus, est complètement vidé où la langue, ce n'est qu'une compétence c'est pas une culture, parce qu'on est dans un Canada post-national. C'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Et aussi, dans une société où la dynamique numérique, le fait qu'on est dans une société dématérialisée, fait en sorte que le défi d'intégration pour le français, il dépasse la question des migrants. Oui, il faut intégrer à notre culture des nouveaux arrivants, puis essayer de faire en sorte que les francophones au Québec et au Canada forment un creuset auquel les nouveaux arrivants ont le goût de s'intégrer. Mais la société dans laquelle on vit et dans laquelle on va vivre à partir de demain, c'est aussi une société où, sur le plan linguistique et culturel, si on admet que la langue, c'est aussi porteur d'une culture, bien, il va falloir aussi se préoccuper de ce que je pourrais appeler le décrochage culturel, non pas des immigrants, mais des jeunes de la population en général au Québec et dans le reste du Canada. Un nouveau contexte exige du nouveau droit, donc des nouvelles solutions juridiques. Ben oui, parce que du moment où, mettons, il y a 20 ans, on disait ça nous prend des lois linguistiques pour assurer des transferts, accueillir les nouveaux arrivants en français, etc. On avait un contexte, on avait une dynamique. Mais là, ça nous prend des lois ou des politiques pour faire en sorte aussi que les gens qui parlent français depuis 8 générations continuent à le parler, à exiger d'être servis dans cette langue, à consommer. Et que faut-il faire? Ben moi, je pense qu'en tout cas que... Conseil pro bono, c'est le moment pro bono de notre chronique constitutionnelle. Ben, il y a eu un virage au niveau fédéral où on a accepté d'intégrer une partie de la loi 101, à quelque part, dans la loi fédérale. On a accepté l'idée d'égalité réelle, qui est une idée très canadienne pour dire, ben, il faut pas traiter les deux langues de la même manière. Et il faut, si le français a besoin de plus de protection, l'égalité réelle commande qu'on admette qu'au Québec, même au Québec où le français est majoritaire, la langue française est menacée. Donc, ce virage-là, il a été fait timidement par le gouvernement fédéral et il faut aller plus loin. Mais surtout, il faut que le fédéral accepte d'intégrer les standards de la loi 101 dans sa propre politique linguistique au Québec. C'est une chose d'appliquer la loi 101 à Bell, mais c'en est une autre. Je te donne un exemple. Le bonjour aïe, c'est très emblématique. Mais dans la politique canadienne fédérale, ben, à l'aéroport et dans l'administration publique fédérale, ça va de Québec, soi. On est accueilli par le bonjour aïe. Donc, il n'y a pas l'intégration dans la politique fédérale que sur le territoire québécois, il y a une prépondérance du français. Oui, le fédéral est préoccupé par la protection des Anglo-Québécois. C'est normal, ça fait partie de sa mission. Mais il n'y a pas l'intégration, comme dans la loi 101, de l'idée que les anglophones au Québec, ce sont des ayants droit qui ont une définition particulière et que les nouveaux arrivants qui parlent l'anglais au Québec ne font pas partie de cette communauté des ayants droit et qu'ils ont vocation à être obligés de s'intégrer à la communauté francophone. Donc, il faut que dans ces politiques, le fédéral aille jusqu'au bout du virage qu'il a entrepris. Moi, je pense que la politique la plus emblématique de cela et qui serait presque une forme d'indépendance linguistique pour le Québec, c'est l'idée de, prépondérance des lois du Québec en matière linguistique, mais aussi que le fédéral, dans le bout qui lui appartienne, intègre ces standards-là québécois. Donc, au moment Par exemple, sur les plaines d'Abraham, il ne faudrait pas que tout soit bilingue dans l'affichage du parc. Parce qu'il faudrait qu'il intègre ou sur le pont Jacques-Cartier, oui, c'est ça.
Et aussi, et je pense que c'est très important par rapport à l'enjeu des nouveaux arrivants, mais quand on est un nouveau citoyen canadien et qu'on prête serment de citoyenneté au Canada sur le territoire québécois, on se soumet actuellement à des tests. Il faut maîtriser un peu l'histoire canadienne, il faut maîtriser l'une des 2 langues officielles. Et en ce moment, la politique canadienne, c'est de laisser le choix au nouvel arrivant de la langue officielle qu'il décide d'épouser. Mais si le fédéral prend au sérieux cette question de la protection du français au Québec pour l'avenir, il faut qu'il intègre le standard loi 101 dans cette question des tests linguistiques qu'il fait déjà pour les nouveaux citoyens, mais en acceptant l'idée que quand on arrive au Québec, le message que le fédéral arrive, le Canada est un pays plurilinguistique dans lequel il y a des provinces où très bon. La langue prépondérante est le français. Et ça, ce pas-là n'a toujours pas été fait. C'est les prochaines batailles. C'est pas une garantie de succès, mais s'il le fait trop tard, c'est sûr que ça marchera pas. Comme il le fait souvent dans le passé, le fédéral attend que finalement ce soit un peu folklorisé les cultures avant de les défendre. Hein? C'est un peu le réflexe du Canada. Merci infiniment pour cet exposé, je dirais, qui se termine par des propositions très concrètes qui peuvent mener à des combats. Merci infiniment, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Merci, Antoine. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.